Evening News. Négociation avec Iyad Ag-Ghali et Amadou Koufa, les citoyens donnent leur avis. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, s'est prononcé sur des sujets concernant le Mali, le décryptage à suivre. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition accuse le parti au pouvoir de tentative d'assassinat suite à une attaque contre le convoi transportant le chef du parti d'opposition par de présumés partisans du parti au pouvoir. Vous êtes sur Joliba TV News, chers téléspectateurs, bienvenue dans le journal Joliba Evening News. Dans un communiqué accordé au journal Le Monde, le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, s'est prononcé sur des sujets concernant le Mali, notamment la crise diplomatique avec la France, le départ de Barkhane. Adama Sanogo nous en dit plus. Tout a commencé depuis le 25 septembre à la tribune des Nations Unies. Choguel Kokala Maïga a accusé la France d'abandon en plein vol du Mali dans la lutte antiterroriste. Dès lors, des tensions ont surgi entre Bamako et Paris. Notre gouvernement a compris que s'il ne compte que sur un seul partenaire, il pourra à tout moment être abandonné. Telle est la déclaration phare de Choguel Kokala Maïga dans son interview publiée ce lundi 18 octobre dans le journal Le Monde. À la question de savoir si Bamako va divorcer d'avec Paris, le Premier ministre a rassuré qu'il peut y avoir des scènes de ménage, mais qu'il ne croit pas à une séparation tant au plan sécuritaire, économique et politique. Dans un entretien accordé à l'agence russe RIA Novosti, le 8 octobre, Choguel Kokala Maïga a accusé la France d'avoir entraîné des groupes armés dans le nord du Mali après le déclenchement de l'opération Serval en 2013. Le sujet est revenu dans l'interview. Comme réponse, l'interviewé a laissé entendre: quand le gouvernement malien a demandé une intervention française en 2013, l'objectif était de détruire le terrorisme et d'aider l'État malien à se réinstaller sur l'intégralité de son territoire. Mais une fois arrivé à Kidal, l'armée française a empêché notre État de reprendre la ville. Je n'accuse pas, je donne des faits à chacun d'en tirer ses conclusions. Souhaitez-vous que les forces françaises quittent votre pays? Question du journaliste. Le nouveau locataire de la primature affirme ne pas souhaiter rompre l'accord bilatéral de défense qui lie le Mali à la France. Toutefois, il remet en cause le double jeu de la France qui veut tantôt s'en aller, tantôt rester pour la défense. Concernant une future collaboration du Mali avec le groupe russe Wagner, le Premier ministre a rassuré qu'il ne connaissait pas cette unité de défense. Néanmoins, il a signalé l'existence d'un accord avec l'État russe conclu en juin 2019 pour l'achat des équipements militaires. La dernière partie de l'entretien portait sur l'organisation des élections le 27 février 2022. Si cette date fixée sera respectée ou pas, Dr Choguel Kokala Maïga a répondu que les délais seront exposés lors des assises nationales de la refondation qui se tiendront en novembre au plus tard en décembre. Ensuite, le gouvernement présentera à ses partenaires un calendrier réaliste et accepté par les Maliens. La CEDEAO a prévenu que des sanctions seraient prises contre le Mali si la date du 27 février n'était pas respectée. La réponse du berger à la bergère, Dr Choguel Kokala Maïga a rappelé que les sanctions ne sont pas la solution. Le gouvernement de la transition du Mali a confié au Haut Conseil islamique la responsabilité de négocier avec deux leaders terroristes de nationalité malienne, à savoir Iyad Ag-Ghali et Amadou Koufa. L'objectif de cette négociation est de trouver une solution de paix définitive et durable. Quel est l'avis des citoyens sur cette initiative du gouvernement? Ils se sont exprimés au micro de Sirandouba et de El Haj Malik Guitey. Nous devons nous unir pour bâtir notre pays et laisser les intérêts personnels de côté. Nous devons discuter avec ceux qui sont contre le système de fonctionnement du pays pour notre propre intérêt, l'intérêt de tous. Mais les autorités doivent faire attention au choix de ceux qui vont négocier à notre place. Il faut qu'ils soient des personnes vertueuses et acceptées de tous. Sinon, l'initiative est bonne.
Il faut choisir des gens qui sont respectés dans ce pays pour conduire cette négociation. La guerre ne peut pas tout régler. Donc, nous sommes pour la négociation. C'est une bonne initiative. Amadou Koufa et Iyad Yagali sont tous des Maliens. La négociation est très importante et rien ne va sans la paix. Nous avons trop souffert ici au Mali. Même si la guerre ne peut pas tout régler, il faut rompre avec les gens là. La négociation ne peut pas mettre fin à cette guerre. Il faut faire cette guerre une bonne fois pour toutes. Nous faisons tout le temps des négociations et des dialogues qui n'aboutissent pas. Et nos militaires continuent de mourir. Pour ceux qui ont pris des armes pour tuer des Maliens, donc on ne peut pas négocier avec des bandits. Nous défendons toujours notre armée pour faire cette guerre. Nous n'avons pas besoin de négociation. Incarcéré depuis août 2021 dans le cadre de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires, l'ancien Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga, détenu à la maison d'arrêt centrale de Bamako, vit dans des conditions dites inhumaines selon sa défense. Plus de détails dans cet élément, Abdoulaye Koniba Konaté, Aminata Chektal. Après avoir jugé arbitraire l'arrestation de leur client Soumeïlou Boubèye Maïga, le collectif de la défense de l'ancien Premier ministre formé de Maître Abdraman Mamata et Maître Ayouba Maïga a dénoncé lors d'une conférence de presse que son client vit dans des conditions inhumaines depuis plusieurs mois. En effet, quelques jours après l'incarcération de l'ex-ministre de la Défense, le président de la jeunesse de son parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA CFP, Abidina Karambé avait révélé à la presse que Soumeïlou Boubèye Maïga passait la nuit avec plus de 93 détenus dans une prison qui contient plus de 3000 détenus, dont 200 terroristes. Un mois après cette révélation, le collectif de sa défense est revenu sur la question en laissant entendre que son client partage le dortoir avec plus de 76 détenus avant d'ajouter « Soumeïlou Boubèye Maïga subit quotidiennement des vexations de la part de certains détenus terroristes. À en croire ses avocats, sa cellule est malsaine avec une chaleur suffocante et des toilettes infectées, ce qui a fortement impacté son état de santé. Par ailleurs, le collectif de la défense de Soumeïlou Boubèye Maïga affirme avoir saisi la chambre d'instruction de la Cour suprême pour une demande de mise en liberté provisoire et d'une requête aux fins de placement sous contrôle judiciaire. Hélas, ces requêtes sont vaines car elles ont été rejetées. Conséquence, l'ex-premier ministre reste écroué dans la maison centrale d'arrêt de Bamako pour escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme. 10e anniversaire de la mort de Mouammar Kadhafi. Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969 qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme social. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamahiriya ou État des masses gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières de la Libye pour en développer les infrastructures, l'éducation et le système de santé. En février 2011, son pouvoir en place depuis plus de 41 ans est menacé par une contestation populaire que la répression transforme rapidement en insurrection armée puis en guerre civile. Lors de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, Mouammar Kadhafi fuit la capitale. Peu après, il est capturé, lynché puis tué dans les environs de Sirte. Et l'image du jour est justement consacrée à Tripoli.
Alors, Tripoli est la capitale et la plus grande ville de la Libye, ainsi que le chef-lieu du district de Chabiat, avec une population d'environ 1,7 million d'habitants. Tripoli est également le principal port et le plus grand centre industriel et commercial de la Libye. Ville universitaire, Tripoli est aussi le siège du gouvernement. La ville est située dans le nord-ouest du pays. Elle accueille la plupart des bâtiments administratifs libyens. La vieille ville garde son atmosphère d'antan et c'est la cité du pays qui a le plus de caractère. Le port de Tripoli est le port principal du pays. Les manifestations de février 2011 ont débuté en Cyrénaïque à Benghazi contre le régime du colonel Muammar Kadhafi et se sont propagées à Tripoli à partir du 20 février. À partir de mars 2011, Tripoli devient la cible privilégiée des bombardements aériens occidentaux déclenchés en soutien à la rébellion qui tueront de nombreux civils. Le 20 août, la seconde bataille de Tripoli est déclenchée par les rebelles pour le contrôle de la ville. Parmi les lieux de culte, il y a principalement des mosquées musulmanes. Il y a aussi des églises et des temples chrétiens comme le vicariat apostolique de Tripoli qui est une église catholique, l'église copte orthodoxe, les églises protestantes ainsi que des églises évangéliques. À présent, retrouvons le récit de l'actualité internationale avec Aminata Chektal. De Washington à Moscou en passant par Ankara, les ports soudanais et un chapelet d'îles sur la mer Rouge aiguisent appétits commerciaux et intérêts militaires. Tous les échanges commerciaux du passé se faisaient par la principale entrée de la mer Rouge. Depuis l'Antiquité, nous pouvons dire que cette porte a permis de relier une très grande partie du monde et qu'elle a également relié les différentes régions du Soudan. S'étirant sur 714 km de l'Égypte au nord et à l'Érythrée au sud, le riche littoral soudanais, riche en or comme en biodiversité marine, est depuis des décennies au cœur de batailles d'influence et d'alliances changeantes, et ce déjà sous le dictateur Omar el-Béchir, emporté en 2019 après 30 années de régime sans partage par une révolte populaire. Souakin est considéré comme le premier port pour le Soudan, l'Afrique et le monde entier. Le port a été fondé en 1289 et maintenant, il y a une entreprise turque et le soutien de la Turquie pour un projet de restauration des sites gouvernementaux qui a commencé avec la restauration du port et des mosquées. Depuis un mois, le principal port du Soudan est en grande partie fermé par des manifestants qui accusent Khartoum de ne pas accorder à l'Est la représentation qu'il mérite au sein des nouvelles autorités. Maintenant, nous avons atteint près d'une centaine d'îles et la sécurité nationale dépend de l'existence de ces îles et la superficie du Soudan a augmenté d'environ 23 000 km² le long de la côte, juste parce que nous venons de la dernière île que nous possédons. De ce fait, la plupart des bateaux ont été redirigés vers d'autres ports de la région, principalement égyptiens. Le principal parti d'opposition au Zimbabwe accuse le parti au pouvoir de tentative d'assassinat suite à une attaque contre le convoi transportant Nelson Chamisa, le chef du parti d'opposition. Attaque à la suite de laquelle des membres de sa sécurité ont été blessés par des partisans présumés du parti au pouvoir. Le ZANU-PF semble vouloir passer d'une interdiction physique à une élimination, à des tentatives d'assassinat. Ils passent donc à une étape supérieure. Ils intensifient leurs efforts, car ils ont plus peur de 2023 que de 2018. Les citoyens se sont rassemblés pour le changement. Les citoyens se sont rassemblés autour du président Chamisa, et le régime le sait. C'est pourquoi il ne peut pas appeler à des élections, parce que lorsque vous appelez à des élections, vous verrez le résultat. Ce serait une catastrophe pour M. Mnangagwa. Il demande donc un arbitre externe, la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, qui a le devoir de s'assurer que ces différences sont gérées et qu'elles sont traitées à travers le dialogue.
Au Nigeria, la police arrête et place les manifestants dans des fourgons de prison blindés lors d'un rassemblement au péage de Lekki. Rassemblement commémorant la sanglante répression du mouvement End-SAR par la police et l'armée le 20 octobre 2020. La jeunesse nigériane prévoit de se rassembler mercredi pour rendre hommage, un an après, aux victimes de la sanglante répression du mouvement End-SAR contre les violences policières, en dépit des mises en garde des autorités. Sur les réseaux sociaux, les messages appelant la jeunesse à se retrouver le 20 octobre pour honorer la mémoire des victimes dans les grandes villes du sud du pays, à Abuja, Lagos ou encore Port Harcourt, ont été partagés des dizaines de milliers de fois depuis mardi. Moscou, la capitale de la Russie, reçoit une délégation des talibans pour des entretiens. Alors que les dirigeants afghans cherchent à affirmer leur influence en Asie centrale et à faire pression pour une action contre les combattants de l'État islamique en Afghanistan. Sergei Lavrov, le vétéran ministre russe des Affaires étrangères, arrive également pour s'adresser à l'Assemblée. Selon la diplomatie russe, une dizaine de pays dont la Chine, le Pakistan et l'Iran participeront à cette première réunion à Moscou depuis le changement de régime afghan. Elle témoigne de l'intégration des talibans dans le jeu diplomatique après les rencontres au Qatar avec les Occidentaux et en Turquie la semaine dernière. À Moscou, les talibans seront représentés par le vice-premier ministre Abdul Salam Hanafi, un responsable ayant participé aux négociations sur le retrait militaire américain. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, officiellement ouverte le 16 octobre 2021, bat son plein dans la capitale burkinabé. La compétition officielle, les diffusions des films, documentaires et séries ont débuté ce dimanche 17 octobre. En plus d'être représenté par 7 films dans différentes catégories, le Mali honore cette édition du FESPACO d'une délégation forte d'une centaine de personnes. Récit Youssouf Koné et Bakroba Niari. Les lampions de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO se sont allumés le samedi 16 octobre 2021 avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture au Palais des Sports de Ouagadougou. Le clap d'ouverture du festival a été donné par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Cette 27e édition du FESPACO enregistre une sélection de 239 films en provenance de 50 pays qui seront tous projetés tout au long du festival. Ils sont 17 longs métrages fiction en compétition pour l'étalon d'Yanenga. Le film Atlantique de la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop, première réalisatrice d'origine africaine distinguée au Festival de Cannes, a été projeté en ouverture de la compétition. Le Sénégal est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette 27e édition. En plus des officiels dont le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoli Guino, le Mali est représenté par une forte délégation de 160 personnes à cette grande messe du 7e art africain. Une délégation composée des étudiants du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke, des artisans, des journalistes, des cinéastes et des hommes de culture. Notons que la cérémonie de remise des prix spéciaux du FESPACO est prévue pour le vendredi 22 octobre, tandis que l'étalon d'Yanenga sera décerné le samedi 23 octobre 2021. Qui des 17 prétendants succédera au Rwandais Joël Karakezi, lauréat de la distinction suprême en 2019. C'est tout pour ce Joliba Evening News, aimables téléspectateurs. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.